Ce texte est issu d'un roman que j'écris. Il est protégé par la propriété intellectuelle, il vous est donc interdit de le reprendre sous risque de poursuite. Sur ce, bonne écoute. Introduction. Journal de bord du laboratoire Scipion, jour 147, 14h30. Le virus semble, d'après les derniers résultats que j'ai pu analyser en détail, avoir encore muté. Le précédent rapport en faisait mention. J'ai constaté aujourd'hui que le ministère en était pleinement satisfait. Les mutations du virus P3N914 sont tout à fait surprenantes. Elles semblent s'adapter merveilleusement bien à leur environnement. Nous avons aujourd'hui entamé la phase gamma des tests sur 2 patients. Le virus les a infectés avec succès et se développe à une vitesse normale, aucun changement notable pour l'instant. Dans 1 heure, il est prévu d'inoculer le virus à un 3e patient. L'arme virale semble au point et correspondre aux exigences du ministère. Voilà les observations que j'ai pu conclure sur P3N914 depuis la phase alpha des tests sur des sujets humains. Par inoculation intramusculaire, le virus montre sa phase la plus infectieuse. Le virus infecte le sujet en l'espace de 24 heures. J'ai l'impression, au vu des résultats que j'ai moi-même soigneusement analysés, qu'il a apparemment de faibles chances d'être transmissible par les fluides corporels autres que le sang. J'ai fait lancer des analyses complémentaires ce matin même et devrais avoir les résultats dans la journée de demain. Par voie aérienne, le virus infecte le sujet plus lentement, 2 à 3 semaines d'incubation sont nécessaires. Néanmoins, P3N914 ne semble pas résister longtemps dans l'air. D'après mes suppositions, il est à vérifier que sa lente propagation dans l'air serait due à la présence d'eau. En effet, les tests récents de la phase bêta ont démontré clairement que P3N914 ne survit pas en milieu aquatique. Son hydrophobie est à ce jour le seul point faible que j'ai découvert. Pourtant, dans le corps humain, comme je l'avais indiqué dans mon précédent rapport, il montre de formidables capacités d'adaptation pour se servir des molécules d'eau présentes comme barrière de protection. Depuis la phase alpha, nous avons pu, mon prédécesseur, le docteur Charles Callier et moi-même, observer les symptômes suivants sur des personnes jeunes et en très bonne santé physique. Si le virus est transmis par voie aérienne, le patient met 2 à 3 semaines à avoir les premiers symptômes. Il s'agit d'abord d'une simple fièvre avec des céphalées. La fièvre augmente durant 4 jours, la plus forte observée jusqu'à présent est de 42 degrés. En augmentant, elle crée une transpiration surabondante et une tension basse. Durant les 4 jours d'augmentation de la fièvre, ainsi que les 3 suivants, le malade souffre d'insomnie, d'hallucinations, de diarrhée et d'anémie. 1 semaine après l'apparition des premiers symptômes, le patient est atteint d'une forte toux qui cause dans l'heure des expectorations liées à des œdèmes pulmonaires. La mort apparaît peu après les expectorations, soit 3 à 4 semaines après la contamination. Pour une transmission par voie musculaire d'une dose de 10 ml de virus à son état le plus pur, l'apparition et la succession des symptômes est beaucoup plus rapide. Durant les 8 premières heures, le patient semble aller bien malgré la formation d'une ecchymose allant de 5 à 10 cm de diamètre au niveau de l'injection. Puis la fièvre commence à apparaître 8 heures après l'injection, accompagnée de céphalées, et augmente progressivement durant 7 heures. Le patient atteint donc sa température la plus haute 15 heures après l'injection. Durant ces 7 heures, le patient souffre aussi de transpiration
J'ai déjà fait les préparatifs en prévision de mon évasion. 19 heures. Ce que je craignais vient d'arriver. Le patient est sorti du coma. Il frappe et hurle tel un animal enragé sur les vitres blindées de sa cellule d'isolement et j'ai peur qu'elle ne finisse par rompre. Le patient est monstrueux. Certaines chairs se désagrègent ou pourrissent. Je n'ose pas me prononcer là-dessus et je ne peux pas faire de réelle analyse dans ces conditions. Et ne le souhaite pas. L'alarme vient de se déclencher. La vitre a dû céder. Je ne sais ce qui va se passer. Je laisse là ce rapport et en enregistre une copie sur le fichier central avant de tenter de suivre l'évolution dans l'abri. Une explosion a dû se produire. C'est maintenant l'alarme chimique qui s'est déclenchée. J'envoie mon rapport en espérant que quelqu'un le découvrira. J'attends votre venue. Dr HB. Chapitre 1. L'homme se tenait immobile, son corps crispé par le stress, collé contre un mur en ruine. Il essayait de respirer, discrètement, conscient que chaque souffle pouvait le trahir. Son fusil, fraîchement rechargé, était fermement serré contre son corps. De ce qu'il savait, tous ses alliés étaient morts. En face, il y avait normalement 3 ennemis. Son doigt effleurait la gâchette, il devait être parfaitement concentré et vigilant. Il tendait l'oreille, écoutant le vent siffler entre les débris. Soudain, un craquement léger à sa droite. Il retint sa respiration, se tourna lentement vers le bruit. Doigt proche de la gâchette, aucune erreur n'était envisageable pour lui. Il tendait l'oreille. Un deuxième craquement se fit entendre, juste derrière le mur. L'homme sauta et atterrit en face de l'ennemi, visa et lui tira une balle directement dans la tête. L'adversaire tomba immédiatement sans un bruit. L'homme courut. Le coup de feu avait forcément résonné et indiqué son emplacement aux 2 ennemis restants. Il grimpa des escaliers abîmés, discrètement, et se glissa dans une sorte de pièce, proche d'une fenêtre pour avoir une meilleure visibilité. Il rechargea son arme avec des gestes précis et rapides, puis resta immobile, à l'affût du moindre mouvement. Il n'eut pas à attendre bien longtemps avant d'entendre des pas lourds dans l'escalier. L'homme se tourna, tira sur son adversaire, mais il eut à peine le temps de se réjouir que le dernier ami arriva par derrière et le tua. « Putain, fais chier !» grogna le joueur en tapant du poing sur son bureau, en voyant Top 2 sur son écran. « Lucas, t'es encore là? Mais t'as pas cours? Merde, merci Théo, ouais, je file, à ce soir. » Le jeune homme attrapa son sac à dos qu'il jeta sur son épaule, enfila ses sneakers sans faire ses lacets et se précipita en direction de la faculté. Extrait de journal. Égout, explosion. Une explosion a eu lieu dimanche soir à Cannes, près de l'hôtel Martinez. Il semblerait qu'une conduite de gaz soit à l'origine de cet incident, qui s'est avéré plus surprenant que dangereux. Selon les autorités, cela ne devrait pas perturber le déroulement du festival. Tant que Robin Williams va bien, tu sais qu'il est déjà mort. NJ, une jeune femme blonde de 20 ans, étudiante en lettres, fit rire Christophe et Lucas, 2 de ses camarades et amis du même âge qu'elle, par son ignorance. Cela faisait maintenant plusieurs années qu'ils se connaissaient. En 3 ans maintenant, ils avaient développé des habitudes communes et plaisanter sur les faits divers du journal local distribué gratuitement à l'université était l'une de leurs favorites, avant que Angie et Lucas aillent généralement acheter des sodas à la cafétéria de leur faculté. Angie était facilement reconnaissable dans la file d'attente de la cafétéria en raison de sa petite taille et de son style vestimentaire plutôt rock. Elle attachait une grande importance à ses choix vestimentaires, mais pas pour plaire à tout le monde, seulement pour se plaire à elle-même, tout en ajoutant une touche originale. Son visage était également un moyen de se démarquer, avec des traits fins soigneusement maquillés et des yeux noisettes bien dessinés. Sa différence était sa force, tout comme ses capacités intellectuelles qui étaient loin d'être limitées, tout comme celles de ses 2 amis. Lucas, lui, avait un style bien différent, mais original à sa façon. Là où son ami portait plutôt du noir, lui adorait les vêtements très colorés. Mais ce qui lui permettait d'obtenir ce qu'il voulait, c'était ses sublimes yeux bleus, clairement son atout charme, dans lesquels on pourrait presque se noyer, et mis en valeur par ses cheveux blonds, souvent en pagaille. Après leurs achats, Angie et Lucas retournèrent voir leur ami Christophe. Bien que tous les 3 soient dans la même promotion de littérature, Christophe étudiait des options différentes en raison de sa passion pour les civilisations et les langues anciennes. Tandis qu'ils marchaient vers leur table, ils purent voir leur ami secouer les bras en l'air. Si beaucoup trouvaient cela étrange, eux, habitués, soupirèrent. Il était simplement en train de faire le chef d'un orchestre imaginaire, chantonnant à voix basse pour écrire une nouvelle symphonie ou autre opéra. Oui, c'est Squeezie, totalement. Excentrique, le jeune homme brun portait souvent des vêtements relativement chics qu'il associait à une coiffure soignée. Malgré leurs différences, ils étaient néanmoins tous les 3 très soudés et inséparables. « D'après vous, je mets un si ou un la ?» demanda Christophe à ses amis qui s'asseyaient en lui tendant un thé glacé, sans lui répondre. Un si est très prévisible compte tenu de ce qui précède. « Allez, je vais mettre un la !»
Les deux ne réagirent même pas et ouvrirent leurs canettes de soda respectives. Trop occupé à siroter sa boisson avec une paille en tentant de faire les mots fléchés du journal, Angie ne vit pas arriver derrière elle Loris et Eddie, deux amis étudiants qui pourtant ne passaient pas inaperçus et pour qui la discrétion n'était pas une passion. Comme à leur habitude, ils s'amusèrent à faire sursauter la petite blonde en attrapant ses épaules, provoquant l'hilarité générale. Une fois le calme revenu, Lucas demanda à Loris pourquoi Emily, la petite amie du garçon, n'était pas avec lui. « Elle est en cours », répondit-il en s'asseyant. À peine installés, les deux garçons se mirent à se plaindre de leur cours. Les deux étaient des étudiants en langue étrangère, Loris en anglais et Eddie en espagnol. Avec de grandes facilités, sa famille étant originaire de Barcelone, ce qui se voyait à son teint mat, ses yeux marron foncé et ses cheveux d'un noir corbeau. Loris paraissait d'ailleurs pâle à côté de son ami, avec ses taches de rousseur et ses yeux verts. Les deux jeunes hommes faisaient plus ou moins la même taille, mais Loris était légèrement plus grand et plus costaud qu'Eddie, qui ne manquait pas de muscles pour autant. Les deux étaient amis, car ils partageaient une passion commune pour le rock et aimaient laisser leurs longs cheveux détachés, cachant en partie les t-shirts des groupes qu'ils portaient. D'ailleurs, c'était encore une fois Loris qui avait les cheveux les plus longs, au milieu du dos, alors que ceux d'Eddie peinaient à dépasser ses épaules. Leur point commun ne s'arrêtait pas là. Les jeunes hommes étaient de caractère similaire, fonceurs et impulsifs, ne réfléchissant souvent qu'après avoir agi. Mais Eddie s'imposait moins que Loris, en qui il voyait un modèle. Ils avaient aussi souvent tendance à se plaindre, ce qui était compliqué à vivre pour les trois autres qui ne connaissaient ni les professeurs dont ils parlaient, ni les complexités des cours de traduction. Généralement, Angie et Lucas prenaient leur téléphone portable afin de s'envoyer des SMS critiquant gentiment leurs deux amis en cachette. C'est à ce moment-là que Julie, une autre camarade de Lucas et Angie, fit, comme son habitude, une entrée plus que fracassante. « Ah, j'en peux plus !» s'exclama-t-elle en posant violemment son gros sac marron sur la table. « Je viens d'avoir ma mère au téléphone, Zoé a attrapé la crève. Je vais encore devoir rentrer plus tôt pour m'occuper d'elle. » Puis la jeune femme s'assit avec eux en soupirant. Petit sourire du groupe, habitué aux nombreuses plaintes de Julie à propos de tout et rien. Il fallait avouer que la rouquine n'avait jamais été une fille discrète et était ce genre de personne à se plaindre facilement et surtout très fort. Elle passait son temps à marcher dans les couloirs pour parler avec tous les gens qu'elle connaissait, soit une bonne partie des élèves ou même professeurs de la faculté. À 11h, Angie, Julie, Lucas et Christophe partirent rejoindre leur salle de cours. « On se retrouve ici pour manger ?» proposa l'apprenti chef d'orchestre à Eddie et Loris. Les deux garçons acquiescèrent par un sourire. Angie, proche des deux garçons et plutôt tactile avec eux, leur fit un petit câlin avant de rejoindre ses camarades pour leur cours de littérature. Une heure de littérature du XVIe siècle à décortiquer en détail un seul petit passage d'un roman. C'était bien long. Seul Christophe arrivait en général à rester concentré, ce qui lui permettait de photocopier ses notes pour ses amis. Angie finissait souvent par dessiner quand elle n'était pas en train de manger des bonbons. Lucas, lui, préférait jouer sur son téléphone et Julie discutait avec des amis en ligne sur son ordinateur. Leur moment préféré, celui où le professeur leur annonçait la fin du cours. C'était pour eux le signal de la liberté et surtout celui des retrouvailles amicales. Mais plus important encore, du repas. À midi, c'est comme toujours que le groupe d'amis se retrouva dans le hall de la faculté pour manger. Ils furent cette fois rejoints par Émilie, la petite amie de Loris, âgée de 23 ans. Cette jeune femme, grande et légèrement ronde, était plutôt timide. Elle prenait pour habitude de se cacher derrière ses longs cheveux noirs coupés au carré. Non, derrière des cheveux noirs, ils sont pas longs du coup, et des vêtements classiques mais élégants, toujours dans des tons foncés dans le but de camoufler ses formes généreuses. Néanmoins, elle commença à s'ouvrir au contact des amis de Loris qui devenaient les siens, prenant plaisir à les regarder plaisanter entre eux, participant même quelquefois à leurs conversations. Parfois, le groupe était rejoint par d'autres personnes, parfois non, cela dépendait des jours. Après avoir beaucoup ru et mangé... ça y est, je sais déjà plus lire. Après avoir beaucoup ri et mangé, certains regagnaient leur salle de cours. Ce jour-là, les étudiants littéraires n'avaient pas cours l'après-midi. Julie rentra chez ses parents pour s'occuper de sa petite sœur, comme le lui avait demandé sa mère. Les trois autres avaient donc toute l'après-midi devant eux. Pour réviser ? Non, ce n'était pas leur activité favorite. Les trois jeunes préférèrent prendre la voiture d'Angie pour se promener en centre-ville. Lucas avait lui aussi le permis, mais il préférait venir en cours à pied, ce que son ami Angie ne comprenait pas. Ils partirent en direction du centre-ville pour parcourir les boutiques de jeux vidéo. Lucas et Christophe s'amusèrent à embêter Angie en s'achetant des jeux d'une console dont elle rêvait, mais que contrairement aux deux autres, elle n'avait pas. S'ensuivit une longue discussion car un problème très complexe était à résoudre. Dans quel café aller boire un verre ? Près du cinéma ? De la bibliothèque ? Celui de la place de la République était cher, mais bien plus près que celui de la bibliothèque.
Finalement, Angie, étant la seule fille, trancha. Ce sera celui de la bibliothèque, car elle avait envie d'un cookie, et c'était là-bas qu'ils avaient les meilleurs. En route, ils s'arrêtèrent dans une énième boutique de jeux vidéo, sans aucun doute leur plus grande passion. Arrivé au café, Angie commanda un chocolat viennois avec un coulis caramel et des biscuits. Christophe, par peur d'abîmer sa voix, demanda un thé vert dans lequel il versa un peu de miel et Lucas prit un simple chocolat chaud. Angie ne put s'empêcher de prendre sa collation en photo pour la partager sur les réseaux sociaux sous le regard habitué des deux garçons. Après sa séance photo, car il fallait trouver le plus bel angle, Angie rejoignit les discussions de ses deux amis. Des discussions banales d'étudiants. Ils prévoyaient leur journée du lendemain, leur prochaine sortie cinéma, mais pensaient surtout à une chose moins réjouissante, l'approche des examens. Le soir, les jeunes gens se séparaient, Angie reprenant sa voiture, Lucas et Christophe prenant le bus. Ils n'habitaient pas spécialement loin du centre-ville en réalité, mais ils préféraient éviter de marcher après s'être baladés toute l'après-midi. À peine arrivée dans son appartement, Angie allumait directement la télévision, généralement sur des séries policières, une grande passion, mais qu'elle ne regardait que d'un seul œil. Elle aimait surtout avoir un bruit de fond dans son appartement. Elle se jeta sur son canapé, ordinateur portable sur les genoux, se connectait sur tous les réseaux sociaux possibles pour discuter avec ses amis. Après tout, sans internet ni portable, comment savoir qui serait là pour manger à la faculté le lendemain midi, ou surtout, qui lui prendrait les cours si elle avait encore une fois la flemme de se réveiller tôt? Car la demoiselle n'était pas très matinale et n'allait que rarement en cours avant 10, voire 11 heures. Peu après elle, c'était Lucas qui rejoignait les réseaux sociaux, car il avait exactement le même réflexe que son ami, allumer son ordinateur, se renseigner sur les prochaines sorties de films ou de séries, mais surtout jouer aux jeux vidéo. Il ne pouvait pas passer une seule journée sans, même s'il s'énervait facilement quand il perdait, ce qui lui valait des remarques de son frère. Car Lucas vivait en colocation avec son frère Théo et la copine de celui-ci, Camille. Il ne jouissait pas de la même liberté que ses amis, mais s'en contentait, ce genre de vie présentant quand même l'avantage de payer bien moins cher le loyer et donc de faire des économies qui passaient généralement très vite dans les jeux vidéo ou du matériel gaming. Christophe, qui était celui qui habitait le plus loin, ne se connectait que très rarement sur les réseaux, contrairement à ses deux amis. Il allumait bel et bien son ordinateur, mais son réflexe était plutôt de composer de la musique, rêvant d'en faire son métier. Les réseaux étaient donc une distraction qu'il ne pouvait pas se permettre, sauf quand il ne composait pas. Cette routine, c'était pour eux aussi plaisant que rassurant. Une vie d'étudiante simple, faite d'éclats de rire entre deux cours, de bière l'été et de chocolat chaud l'hiver. Après tout, qui voudrait plus quand on a une vingtaine d'années? Une vie facile et naïve, c'est tout ce à quoi ils aspiraient. Changement de point de vue. Dans de longs couloirs métalliques sans fenêtres, éclairés par des néons blancs et aveuglants, Richard Brighton, un homme de taille moyenne à la carrure d'ancien militaire, aux cheveux châtain clair, légèrement plus longs sur le dessus et coiffé sur la droite, lui donnant un air un peu strict mais professionnel, faisait ressortir ses yeux bleu-gris. Il avait la bonne trentaine d'années, mais semblait plus jeune malgré quelques petites rides naissantes au coin des yeux. Pressé ce jour-là, il marchait aussi prestement que possible, tout en faisant attention à garder une allure très droite. Il n'adressa pas un mot aux autres qui déambulaient ici et là, un simple hochement de tête suffisait. L'homme grimpa rapidement des escaliers en métal, passa une porte et continua sur des escaliers de marbre. Il pénétra dans une pièce aux allures de bureau fantastiques, aux vives et riches couleurs, aux somptueuses tentures et tapisseries auxquelles il ne prêta aucune attention, habitué. L'homme resta debout devant l'un des fauteuils Louis XIV installé devant un large bureau datant de la même époque, les bras croisés dans le dos, face à une porte donnant sur la salle d'archives personnelle de son supérieur. De longues minutes passèrent. Quand enfin la porte s'ouvrit, Brighton, l'homme de main, se redressa dans une posture militaire. « Assis-toi, Gilles !» ordonna joyeusement une voix grave mais joviale émanant de l'encadrement de la porte de la salle d'archives. L'homme de main s'exécuta. Devant lui se tenait maintenant un homme grand, dans les 1,85 m facilement. Tout chez lui, de son visage à son corps, était fin. Ses vêtements, quoiqu'ils fussent des plus sobres, montraient à eux seuls l'étendue de sa richesse et affinaient son corps par le choix des couleurs foncées. Ses cheveux noirs, coiffés en arrière, renforçaient cette sensation de finesse. Il avait de petits yeux en amande marron ainsi qu'un nez plutôt petit, surmonté de toutes petites lunettes rondes à monture très fine. Sa bouche, aux lèvres minces, était entourée de petites rides du sourire, suivies de 2 fossettes dans ses joues creuses. Malgré son air sympathique, le supérieur de Brighton savait se montrer très autoritaire quand il le fallait. Et cela, il le savait bien. Ils se connaissaient bien, et depuis de nombreuses années.
Gilles, j'ai reçu il y a quelques minutes les rapports du laboratoire Scipion. Il semblerait qu'un incident ait eu lieu, commença Richard Brighton, venu faire son rapport à son supérieur. J'en ai eu vent, oui, répondit calmement le ministre en s'asseyant en face de son homme de main. Que préconises-tu? Rien. Faites comme votre habitude avec ton équipe. Étouffez-moi l'affaire. Bien, je vais prendre les dispositions nécessaires. N'oublie pas que cela a été prévu. L'événement est juste arrivé trop tôt. Brighton se leva sous un signe de main de son supérieur et ami lui indiquant la porte. Il s'apprêta à quitter le bureau après l'avoir salué poliment, mais dans sa marche vers la sortie, il se rappela une question qui le taraudait et fit volte-face pour la poser. Et pour Brannet? Il ne survivra pas, dit d'un air triste le ministre en posant ses lunettes sur son bureau, se frottant les tempes. N'aie crainte, toutes ces dispositions ont été vaines. Et n'oublie pas de prévenir nos services de protection. Je ne veux que personne ne puisse approcher le périmètre. Nous allons devoir tuer assez de gens comme ça. Nous n'avons pas besoin de commencer pendant que nous recherchons encore activement les données concernant le vaccin que le docteur Brannet a créé. Brighton, l'homme de main, s'inclina respectueusement devant le ministre avant de prendre congé. Revenu dans le couloir, il prit alors rapidement la direction de son cabinet de travail, prêt à exécuter l'ordre du ministre, soit l'exécution du protocole 4, qui stipulait qu'en cas de découverte imminente du ministère, celui-ci se réserve le droit de falsifier, faire disparaître et modifier à son bon vouloir tous les documents gênants. Rien à Cannes ne s'était passé, une simple fuite de gaz. Chapitre 2. Mi-juin arriva plus vite qu'on aurait pu le penser, et avec lui les examens. Lucas et Julie attendaient NJ, qui avait toujours un peu de mal à arriver une demi-heure en avance, comme le stipulait la charte des examens. Pour elle, 5 ou 10 minutes étaient amplement suffisantes. De toute façon, les amphis n'ouvraient pas en avance, alors à quoi bon se lever plus tôt? Tiens, Christophe n'est pas là? Demanda-t-elle surprise en rejoignant ses amis. C'est très bien qu'il n'a pas ce cours, il va pas venir au partiel, répondit Lucas, habitué aux oublis fréquents de la petite blonde, qui lui souriait d'un air embarrassé. NJ ne venait que très rarement à ce cours, ayant lieu trop tôt le matin à son goût. Comment elle aurait pu savoir qui le suivait? Tranquillement, le petit groupe se dirigea vers la salle d'examen. 4 heures à commenter un texte dans ses moindres détails. Une activité récurrente pour des étudiants en lettres, ce qui ne lui enlevait pas pour autant son côté ennuyeux, même si ni NJ ni Lucas ne restaient plus de 2 heures. L'examen était heureusement suivi par des retrouvailles chaleureuses avec leurs amis Loris, Émilie et Eddie, qui les attendaient installés à une table de la cafétéria. Après une séance de serrage de main et câlins en tout genre, ils se lancèrent dans une discussion très prenante sur leur partiel. La difficulté, les horaires, les salles, chaque élément était objet de plainte. Discussion si prenante qu'ils ne firent pas tout de suite attention à un étudiant à l'autre bout de la pièce qui leur était totalement étranger. Extrêmement pâle, tremblant à cause d'une forte fièvre, il semblait au bord de l'agonie. Toutefois, il ne se doutait pas que quelque chose d'inhabituel allait se passer ce jour-là. C'était une journée banale de juin, et il faisait simplement la queue pour déjeuner à la cafétéria comme les autres. Il tenait la main de son ami avec ferveur pour ne pas s'effondrer. Remarquant qu'il ne sentait pas au meilleur de sa forme, celle-ci lui proposa d'aller s'installer à une table, espérant qu'il aille mieux. Lorsque le jeune homme arriva à la table, leurs amis se turent en remarquant l'état alarmant du garçon. Une toux violente s'empara alors de lui, provoquant un silence glaçant qui se répandit dans toute la cafétéria, tous les regards se tournant inquiets vers lui. La toux s'aggrava tellement que du sang, provenant de ses poumons, fut projeté sur la table en une myriade de gouttelettes sur le t-shirt bleu ciel de sa copine. Ses amis, choqués, décidèrent de l'emmener en urgence à la médecine préventive de la faculté. Mais à peine le soulevèrent-ils de sa chaise qu'il s'écroula à même le sol, inconscient, sans qu'il ne puisse le retenir. Sa petite amie se jeta sur lui sans réfléchir, hurlant en larmes, suppliant les gens autour d'elle de faire quelque chose, d'appeler les secours, n'importe quoi tant qu'on lui vienne en aide. Le silence glacial devint de plus en plus pesant, alors que tous, inquiets, attendaient les secours. Le mutisme était uniquement brisé par les sanglots de la jeune fille qui résonnaient dans le bâtiment telle une plainte, penchée sur le corps inerte de son aimé, espérant n'importe quel signe de vie. Empathiques, Émilie et Angie s'étaient réfugiées dans les bras de Loris et Eddie, cherchant à être protégées par leur carrure rassurante. D'un coup, rompant sinistrement le calme, le corps inerte fut pris de légers spasmes et un son rauque sortit des tréfonds de sa gorge. Lorsque le corps de son compagnon commença à revenir à la vie, la petite amie se mit à sourire et ses yeux s'émerveillèrent. Cependant, son expression se transforma rapidement en inquiétude en voyant les yeux de son partenaire s'ouvrir, révélant une teinte étrange, jaunâtre et rougie par des vaisseaux sanguins éclatés. « Chérie ?» demanda-t-elle terrifiée, espérant n'importe quelle réponse rassurante. Réponse qui ne se fit pas attendre mais qui ne fut pas celle espérée.
Pris d'une rage meurtrière et cannibale, le corps se jeta en grognant à la gorge de sa victime, lui arrachant à pleines dents la carotide, faisant jaillir dans la cafétéria hurlements et mares de sang. Hurlements qui se répercuta en écho dans les bouches de tous ceux ayant assisté à la scène et qui n'en étaient pas paralysés, provoquant la panique générale. Les étudiants se mirent à courir dans tous les sens, se rentrant dedans, se faisant tomber, cherchant à sortir ou à se cacher derrière une table ou dans les toilettes. En réalisant avec effroi que le jeune homme qui dévorait sa petite amie n'était pas le seul à avoir subi cette horrible transformation, d'autres individus contaminés par cette maladie cannibale se traînaient déjà dans tous les sens, cherchant à mordre et attaquer toute personne à leur portée. L'affolement ne fut qu'empirer. Eddie et Loris furent les premiers à réagir rationnellement, entraînant les autres à l'extérieur de la structure juste à temps, les haut-parleurs annonçant déjà la condamnation des portes. L'état d'urgence était déclaré extrêmement vite. Portes bloquées, bâtiments scellés, entraînant dans sa chute de nombreuses personnes encore piégées à l'intérieur. Le petit groupe assistait, hébété à un spectacle des plus morbides, celui de centaines d'étudiants paniqués et tentant désespérément de briser les vitres de leurs poings couverts de sang, ou à l'aide de chaises, en proie à une mort certaine. « Mais il faut faire quelque chose pour les aider !» dit Julie, prise d'un élan d'altruisme suicidaire. « Vas-y !» rétorqua Loris sur un ton cinglant contrôlé par l'angoisse. « Et surtout, envoie-moi un texto quand tu seras à l'intérieur pour nous raconter !» Texto. Le mot résonna dans l'esprit de tout le groupe, et chacun se jeta sur son téléphone et s'éloigna de la cacophonie près des portes dans l'espoir de joindre quelqu'un. Un mélange de « Allô ?» de « Maman ?» et de « Pitié décrochée » bouillonna dans les rangs. Angie, Julie, Émilie et Eddie ne reçurent aucune réponse à leurs appels désespérés. Loris, lui, ne put rien entendre. Une sorte de brouhaha, de voix et de bruit de voiture seulement résonna dans son oreille. Rien qu'il ne pouvait comprendre, ce qui raviva sa colère, se retenant de justesse de jeter son téléphone au sol. Le seul qui reçut une réponse fut Lucas. Son frère lui expliqua qu'il était transféré vers un centre, mais la communication fut coupée avant qu'il puisse dire le lieu où justement il pourrait le rejoindre. Après que tous eurent abandonné tout espoir de joindre quelqu'un de plus au téléphone, Julie prit ses clés de voiture en prévenant qu'elle rejoignait sa famille. Le fait que personne ne réponde l'avait gravement inquiétée et elle voulait savoir ce qu'il se passait. Avant de partir, elle serra tout le monde dans ses bras pour se donner du courage. Suite à son départ, les autres décidèrent de s'organiser autrement. Il fallait tout d'abord récupérer Christophe. Il n'habitait qu'à seulement quelques mètres de la faculté, donc il courait un danger. Mais il était probablement innocemment installé devant sa console et devait se douter de rien. Bien qu'inquiet et souhaitant plus que tout retrouver son frère, Lucas décida de suivre ses amis pour le moment, tant qu'il n'avait pas plus d'informations sur cette fameuse évacuation. Pendant que le groupe se dirigeait vers la résidence du chef d'orchestre, le téléphone d'Angie sonna. « Allô ? Quoi ? Calme-toi, je ne comprends pas ce que tu me dis. Chez moi ? Attaqué ? Tu n'as rien ? D'accord, ne bouge pas, je viens tout de suite te chercher. » Elle raccrocha et se tourna vers le groupe. « C'était ma petite cousine. Elle est devant chez moi, je dois partir la chercher, elle a failli se faire attaquer en centre-ville elle aussi. Quoi qu'il se passe, je crois que c'est pas uniquement à la fac, mais dans tout Limoges. Elle m'a dit qu'il y en avait partout. » Déboussolé, Lucas voulut accompagner son ami qui l'arrêta d'un « C'est rien, je vais juste chercher Anaïs, je peux me débrouiller. » Ses amis lui souhaitèrent alors bonne chance, la supplièrent de faire attention et regardèrent la petite voiture quitter le campus avec une légère pointe d'inquiétude avant de reprendre le chemin. Leur priorité était d'abord de prévenir Christophe. Changement de point de vue. Richard Brighton marchait dans les couloirs du ministère, croisant quelques bureaucrates portant des complets noirs cintrés qui arpentaient les longues allées mécaniques du complexe. Il entra dans le bureau du ministre et sans plus de mondanité, il le salua sobrement et débuta son rapport devant son supérieur qui l'écoutait attentivement, ses lunettes posées sur son bureau, main jointe par-dessus une liasse de documents. « Gilles, voilà 2 semaines que le complexe Scipion a été détruit. Nos informations n'ont détecté aucune activité de la part du Gamma 003. Le plan se déroule comme prévu. Dans une semaine environ, nous lancerons comme il se doit la phase 3 du plan. Nos hommes sont déjà sur le pied de guerre, prêts à suivre vos ordres. Nous avons déjà organisé la concentration et l'acheminement des potentiels survivants. Bien, Richard, tu as montré que tu es digne de confiance. Je le savais déjà, tu en avais déjà fait preuve par le passé. Mais dans une situation aussi extrême, je t'en remercie. C'est un honneur. » Le ministre remit ses lunettes et fit signe à son homme de main de s'asseoir, celui-ci étant resté debout pour faire son discours. Il attrapa son stylo, un stylo bleu nuit à la plume en argent, et griffonna quelque chose sur un des documents qu'il avait sous les yeux. Sans relever la tête, il reprit.
Richard, je te laisse le soin de vérifier les derniers préparatifs avant que nous lancions la phase finale. Tu vas aller sur le champ, prévenir nos contacts à l'armée et en priorité le général de l'état-major du Chaussier afin que nous puissions rapidement tout mettre en place. Bien, je vais en informer Chloé Whitehair des services d'information spéciale. Elle prendra la suite des opérations à mes côtés. Très bien Richard, je te laisse le soin de t'entourer de qui tu le souhaites et que tu considéreras compétent et de confiance. Mais ne traînez pas trop, tout doit être prêt à temps. Le ministre fit signe à Richard de quitter la pièce en lui tendant un document contenant les coordonnées de tous les contacts du ministère qu'il venait d'évoquer. Richard Brighton obtempéra sans rien dire, simple signe de tête en guise d'acquiescement, et sortit du bureau de son supérieur pour se concentrer sur la rapide exécution des ordres. À peine eut-il franchi la porte qu'il sortit son téléphone afin de convoquer Chloé Whitehair. Chapitre 3. Ce matin, n'ayant pas de partiel, Christophe était resté chez lui, tranquillement installé dans son fauteuil, face à son ordinateur en buvant une tasse de son thé préférée. Il tapait frénétiquement sur son clavier, suivant le rythme de la musique qu'il avait mise, afin de gagner ses parties de jeu en ligne. Il trouvait que certains compositeurs l'aidaient plus que d'autres à gagner. Rien ne semblait pouvoir le déranger dans cet état de totale concentration, pas même les voitures klaxonnant passant juste à sa fenêtre vu qu'il était au rez-de-chaussée. C'est vers midi qu'il fut tiré de sa léthargie par un bruit sourd et des cris. Dans un sursaut, il renversa sa tasse de thé sur le sol et sur son pantalon. « Christophe, c'est Lucas, ouvre la fenêtre, vite !» hurla le jeune homme en tapant contre les vitres de la fenêtre de son ami comme s'il espérait avoir la force suffisante pour la briser. Celui-ci ouvrit en bougonnant suite à l'accident de thé, pensant encore à une mauvaise blague de son ami. Avant même qu'il ne puisse comprendre quoi que ce soit, Eddie et Lucas pénétrèrent dans l'appartement. Explication très brève au regard interloqué de Christophe. Un simple « il faut partir, prépare tes affaires » parut suffisant à Lucas avant d'aider son ami, interloqué, à se préparer. Eddie, lui, cherchait de quoi se défendre. À défaut d'armes plus efficaces, Christophe n'étant pas connu pour sa passion du combat et des armes, il prit le plus grand couteau de cuisine de son ami. C'était ça ou le wok, mais le couteau avait le mérite d'être plus léger. Ses affaires prêtes, si l'on peut dire ça, d'un sac à dos, Christophe, affolé poussé par Lucas et Eddie, relativement content de sa trouvaille, rejoignirent les autres. Et refusant d'en dire plus à Christophe, Lucas, après réflexion, demanda alors où est-ce qu'il pourrait aller maintenant. Rester proche de la faculté semblait une très mauvaise idée. Fallait vite bouger. Aller vers l'hôpital ne leur semblait pas être une bonne idée. Si c'était en effet une maladie, ce n'était probablement pas le meilleur endroit. Loris et Emily proposèrent d'aller en centre-ville chez eux, sauf que la cousine Nunji semblait dire que la zone avait été elle aussi touchée, l'endroit devait donc être dangereux. Dans un éclair de lucidité, Lucas sortit son téléphone portable afin de trouver des informations sur Internet sur les mesures d'évacuation. Étonnamment, ces informations étaient les premières à apparaître quand on ouvrait un navigateur, mais personne ne se posait de questions. Sur une place située pas très loin de leur position, mais proche du centre-ville, un point de rassemblement était signalé. Le trajet risquait d'être probablement dangereux, surtout à pied. Même s'ils étaient plusieurs à avoir le permis, Angie et Julie étaient les seuls à avoir une voiture, mais les deux jeunes femmes étaient déjà parties. Devant l'insistance de Lucas, désireux de retrouver son frère, ils décidèrent d'y aller. De toute façon, ils n'avaient pas réellement d'autre choix. Angie roulait à toute allure, évitant plusieurs fois d'autres conducteurs paniqués. Le court trajet entre la faculté et son immeuble lui paraissait bien long. Elle n'avait qu'une peur, et si sa cousine se faisait attaquer avant qu'elle n'arrive, ou si elle venait à se faire tuer. L'esprit tellement perturbé et le pied fortement appuyé sur l'accélérateur, elle ne put voir venir l'homme qui marchait sur la route, le percutant de plein fouet. Elle freina si violemment que le crissement des pneus sur l'asphalte ressembla à un hurlement strident, similaire à celui qu'elle produit, elle aussi, à plein poumon. Elle sortit de sa voiture précipitamment et courut voir sa victime. Quand Angie fut assez près, l'homme lui attrapa la cheville, la tirant vers sa bouche dans un grognement morbide. La petite blonde hurla, arriva tant bien que mal à se dépêtrer du piège mortel et regagna sa voiture pour reprendre très vite le chemin de son appartement, sans réfléchir, choquée. Arrivée devant chez elle, elle assista à un spectacle terrible. Des hommes, ou ce qu'elle pensait être des hommes, mangeaient à même le sol un être qui devait être vivant quelques minutes plus tôt. Trop occupés par leur sanglant repas, ils ne firent pas cas de la jeune femme qui monta 4 à 4 les marches des 6 étages qui la séparaient de son appartement, l'ascenseur étant en panne, probablement à cause du nombre de personnes ayant voulu le prendre en même temps. Elle y retrouva sa cousine, en larmes, recroquevillée devant la porte. Pendant leur trajet, le groupe avançait tant bien que mal, évitant de peu des conducteurs paniqués qui faillirent les écraser à plusieurs reprises. Le spectacle qui s'offrait à leurs yeux pendant leur parcours était apocalyptique. Partout, des gens paniqués couraient, pleuraient, hurlaient. D'autres gens malades attaquaient les fuyards.
parfois en attrapant avec succès, le mordant à en faire jaillir du sang. Ces images abominables, le groupe fit de son mieux pour ne pas les regarder après ce qu'ils avaient vu à la faculté. Seul Christophe, pris de panique et ne comprenant pas la situation que personne ne lui avait expliquée, voulut aider la première victime qu'il aperçut avant d'être stoppé net par ses amis, toujours sans explication. En s'enfonçant un peu plus dans la ville, le spectacle était de plus en plus apocalyptique. Profitant de la panique générale, des gens, inconscients du danger, brisaient les vitrines et pillaient les boutiques, emportant téléviseurs et autres objets de valeur. Après avoir réussi à se faufiler au milieu du chaos général, ils trouvèrent enfin le lieu de rassemblement. Ils furent horrifiés de constater que la situation était devenue totalement hors de contrôle. Les militaires censés s'occuper de l'évacuation semblaient abandonner eux-mêmes les lieux, laissant partir dans des bus et camions presque vides les rares survivants chanceux ayant atteint le point d'évacuation à temps, tandis que les comportements violents en tout genre continuaient de se multiplier. Impuissants, ils virent la meilleure chance de s'en sortir s'éloigner en trombe, renversant sur la route sans y prêter attention des gens, malades ou non, sans s'en soucier, laissant la place vide de toute présence humaine. Le sol était parsemé de restes, humains ou animaux, cernés et dévorés par ces gens, ou plutôt ces créatures. Au milieu de ce silence malsain, ponctué seulement de grognements et de gémissements, le groupe commença à angoisser. Jusque-là, ils avaient un but. Il y avait des gens, mais ils se sentaient maintenant vulnérables. Cette sensation de malaise fut stoppée quand un cri retentit. C'était un jeune homme non loin du groupe qui avait grimpé tant bien que mal sur une benne pour se protéger. Christophe le reconnut immédiatement. Le jeune homme était de taille moyenne avec des cheveux mi-longs d'un noir de jet. Sa carrure était assez fine, dans une tenue qui frappa immédiatement Christophe. Il portait sur ses vêtements une blouse blanche, comme celle que porterait un médecin. Cela lui rappela immédiatement Sébastien, un camarade de lycée devenu étudiant en faculté de médecine et qui vivait près d'ici. « Mais c'est Seb !» Contre toute attente, l'appel n'interpella pas seulement le jeune homme sur la benne, mais aussi des créatures, dont certaines se dirigeaient maintenant vers le fameux Seb, qui avait eu la mauvaise idée de répondre à son nom, d'une démarche lente et maladroite, bras tendus vers leur proie en grognant. Alors que le reste du groupe fut pétrifié, Eddie se précipita à la rescousse du garçon, motivé par Loris qui voulut en faire autant si Emily, terrifiée, ne l'avait pas retenu. Même s'ils étaient lents, les monstres étaient nombreux, et l'un des infectés saisit le bras de Seb, tentant de le mordre malgré ses efforts pour se débattre, le faisant vaciller vers le sol. Eddie, pressé par le danger, se mit à courir et transperça le globe oculaire de la créature, en lui enfonçant le plus profondément possible dans la tête la pointe du couteau de Christophe, dans un horrible bruit de chair broyée, suivi de la chute du corps sous le regard plus scorifié de tous, mais du propriétaire de l'arme du crime qui finit d'être traumatisé. Avant de plonger dans un état catatonique, il ne put dire que tu l'as tué. Eddie et Seb, eux, furent éclaboussés par le sang du malade qui s'effondra dans un dernier râle. « Mais merde, c'est quoi ce délire ?» dit Eddie, troublé, le couteau couvert de sang dans la main. À peine eut-il le temps de faire descendre le jeune homme de la benne que d'autres créatures se rapprochaient lentement. Il n'était pas question de remercier qui que ce soit sur le champ, car malgré le choc de la situation, il était impératif de reprendre rapidement leurs esprits et de quitter la zone sans tarder. L'évacuation n'étant plus envisageable, leur seule option était de partir à la recherche d'un refuge. Ils ne pouvaient pas s'éloigner trop loin, sous peine d'être submergés par les conséquences de la catastrophe, mais ils ne pouvaient pas non plus se risquer à rester dans le centre-ville. Ils en avaient désormais la preuve, cette zone était extrêmement dangereuse. Alors qu'ils s'éloignaient, Christophe, toujours aussi choqué, ne bougeait pas, les yeux encore rivés sur la créature abattue par Eddie. Les autres le pressaient sans ménagement, haussant de plus en plus la voix, mais Émilie, plus compréhensive, s'approcha de lui d'un air apaisant et attrapa sa main. À ce geste, Christophe leva la tête et la regarda sans aucune expression. Elle lui adressa un sourire maternel et l'entraîna avec les autres. Ignorant que les autres venaient d'échapper de peu à la mort, Angie releva sa cousine et les deux jeunes filles entrèrent dans l'appartement s'enfermant à double tour. Anaïs s'assit au bord du lit pour reprendre ses esprits. C'était une fille assez grande avec des épaules assez larges comparée à sa cousine. Elle avait des yeux verts et de beaux cheveux longs dont elle prenait grand soin. La jeune fille de 17 ans était coquette, comme toutes les filles de son âge, mais son maquillage soigneusement travaillé s'étalait maintenant sur ses pommettes rougies par les larmes et par la course qu'elle avait dû faire pour sortir du centre-ville. Ses vêtements trahissaient la hâte dans laquelle elle avait pris la fuite. Son top beige était taché de soda, probablement renversé par accident. Son jean gris clair était abîmé au genou gauche, suggérant une chute, et la décoration en d'une de ses chaussures manquait. Quant à son sac, tout le devant était râpé comme s'il avait été traîné sur plusieurs mètres.
Ses mains tremblaient et elle grattait machinalement le vernis de son index gauche par angoisse. Elle regardait sa cousine pour lui faire comprendre qu'elle voulait partir au plus vite. Angie la reconnaissait à peine. Sa cousine, d'habitude pleine d'énergie et de caractère, au flot de paroles intarissables, était là, muette et tremblante, devant elle, les larmes aux yeux. Après quelques minutes silencieuses durant lesquelles Angie réfléchissait, une solution bénie lui apparut, la campagne. Leur famille vivait là-bas, et il n'y avait aucune chance pour qu'un si petit village au milieu de rien soit touché par ce drame. Si elle avait raison, elle pourrait faire venir ses amis pour les mettre en sécurité. Il fallait donc prendre le plus d'affaires possible s'ils se retrouvaient d'un coup aussi nombreux chez leurs parents. Vêtements, produits d'hygiène, couvertures ou encore nourriture. Elles prirent aussi les consoles et autres objets électroniques. La petite blonde préférait ne pas avoir à revenir, et vu le chaos dehors, elle avait peur que des gens viennent piller son appartement. Elle envoya rapidement un message à Lucas pour le prévenir de leur départ. Si la campagne était en effet calme, elle les inviterait à les rejoindre. Étrangement, plus aucune créature ne semblait aux abords de l'immeuble. Une nouvelle proie potentielle les ayant probablement attirées plus loin. Peu importe, les deux cousines profitèrent de cet instant de calme pour charger la voiture et prendre la route. Sous les conseils d'Anaïs, Angie évita la ville pour éviter le gros du chaos. Les jeunes femmes aperçurent au niveau du périphérique des camions militaires et des bus fonçaient à toute allure. L'un de ces véhicules percuta même une voiture, la projetant contre la barrière de sécurité sans se soucier de l'état des passagers. Angie se trouvait tiraillée entre son envie d'accélérer pour sortir au plus vite de cette situation chaotique et sa nécessité de ralentir pour éviter les créatures errant sur la route, les voitures écrasées contre les arbres et les objets divers jonchant le sol, tels que des pare-chocs de voitures ou des poteaux électriques. Une fois sortie de là, l'autoroute semblait presque avoir été épargnée. Il faut dire que même s'il s'agissait d'une autoroute très importante, dans ce coin de la France, elle était surtout entourée de champs s'étalant sur des kilomètres, la verdure donnant l'illusion qu'ici, rien n'avait eu lieu. Plus les minutes et les kilomètres passèrent, plus les cousines étaient rassurées. Tout se vert autour d'elles, se calme, et étaient sûres que leur village était en paix. Peut-être qu'ils ne savaient rien de ce qu'il se passait, mais en quittant l'autoroute pour s'engager plus proche d'habitation, cette impression passa. Plus la voiture approchait de leur village, plus se dessinaient çà et là des éléments peu rassurants. Ici, des traces de sang sur un mur. Là, un tracteur ayant fini sa course dans un arbre. Aucun signe de vie dans les alentours. On pouvait presque sentir le sentiment d'angoisse grandir au sein du véhicule. La conductrice accéléra tandis que la passagère ne pouvait ni bouger, ni parler. Commençant à apercevoir la maison de la mère d'Angie, Anaïs fut étonnée, mais rassurée, de voir la voiture de ses parents. S'ils étaient tous ensemble, cela voulait forcément dire qu'ils allaient bien. Après tout, ne dit-on pas qu'ensemble on est plus fort ? Le soulagement qu'Angie et Anaïs avaient ressenti à la vue de la maison fut de courte durée, car une fois dans la cour, l'état des lieux était des plus alarmants. La terre avait été retournée de manière chaotique à certains endroits, des fleurs avaient été piétinées sauvagement, et le grillage du poulailler avait été arraché. Les poules avaient toutes disparu, et il ne restait que des plumes et du sang. Beaucoup de questions et de sentiments négatifs s'emparèrent des esprits des deux cousines, alors même qu'elles n'étaient pas descendues de la voiture. Angie posa la main sur l'épaule de sa cousine pour la rassurer, mimant elle-même de l'être. L'extérieur était certes en piteux état, mais la maison pouvait se fermer à clé après tout. Mais cet espoir disparut plus vite qu'il n'était né, en voyant la porte d'entrée grande ouverte. Lorsqu'elles entrèrent dans la maison, une odeur morbide et répugnante les accueillit. Angie ne put retenir son vomissement et s'en déversa sur le palier avant même d'avoir mis un pied à l'intérieur. Une fois remises, elles avancèrent vers le salon, où elles furent confrontées au reste de leurs parents ainsi que d'autres êtres humains. La petite blonde était submergée par un mélange de sentiments horribles qui explosa en un hurlement déchirant, avant de tomber à genoux en sanglotant. Anaïs était trop choquée pour avoir la moindre réaction. Assise sur le canapé, prostrée, elle crut distinguer, entre les sanglots de sa cousine, une voix venant de l'étage. Ce bruit, peut-être signature d'espoir, lui fit prendre conscience d'un coup, et elle se jeta à genoux en face d'Angie. « Angie, y a quelqu'un en haut, tu m'entends ? Y a quelqu'un ! Quelqu'un ! Oh !» N'arrivant pas à capter son attention, Angie gifla sa cousine, ce qui la ramena immédiatement sur terre. « Y a quelqu'un en haut, putain, y a quelqu'un !» cria Anaïs. La petite blonde pensa immédiatement à son frère et courut jusqu'aux escaliers en l'appelant, le suppliant de répondre. Alors qu'elle gravissait les marches le plus vite possible, manquant de trébucher, une voix lui répondit « Angie, c'est toi ? Attends, je sors !» En approchant de sa chambre sous les combles, la petite blonde entendit un bruit de meubles être poussés lourdement sur le plancher avant de voir la porte s'ouvrir. Le frère et la sœur se jetèrent dans les bras l'un de l'autre en larmes. Anaïs, juste derrière, était elle aussi soulagée de voir son cousin sain et sauf.
Son bonheur fut bref, puisque lorsqu'elle demanda des nouvelles de ses parents, son cousin lui répondit par un simple baissement de tête qui en disait long. Anaïs se laissa glisser contre un mur sans un bruit, s'enfonçant dans un puits de douleur qui paraissait sans fond. Angie regarda son frère comme si elle le voyait pour la première fois, tellement elle était heureuse de le trouver en vie. Nathan était très grand comparé à sa sœur, 1,80 m environ. Mais de visage, il n'y avait aucun doute possible quant à leur lien de sang. Ils avaient les yeux en amande et un petit nez, ainsi qu'une bouche assez fine. Il avait toujours été plutôt mince, et passer plusieurs jours sans manger ne l'avait en rien aidé. Ses longs et épais cheveux châtains étaient tout emmêlés, son t-shirt était sale et sentait la sueur. Tout cela lui donnait un air débraillé. Face au regard de sa sœur, qui semblait se demander ce qu'il s'était passé, Nathan soupira, passa sa main dans ses cheveux pour les dégager de ses yeux, et parla, même s'il n'en avait pas envie. C'était il y a déjà 3 jours, expliqua Nathan d'un air étonnamment calme, presque détaché. J'étais à l'étage, sur l'ordinateur, avec mon paquet de brioches. Les parents d'Anaïs sont arrivés en hurlant, paniqués. Je n'ai pas trop compris ce qui se passait sur le moment. Apparemment, le chaos ou je sais pas quoi régnait déjà dans le village. D'un coup, les zombies, là, ils ont commencé à arriver et à taper sur la porte. Maman m'a ordonné de m'enfermer dans ta chambre. J'ai pris mes brioches et j'ai fermé la porte à clé. À ce moment-là, j'ai entendu que c'était la merde, ils étaient trop nombreux, tu parles. Vu comment ils avaient eu la porte d'entrée, j'ai déplacé l'armoire et le bureau devant la porte, puis je me suis assis sur ton lit. Pour l'attaque elle-même, je sais pas trop ce qui s'est passé. Ils se sont battus, ça c'est sûr, mais après... Je les ai entendus hurler, mais je sais pas trop compris ce qu'ils se disaient. Remarque, tu parlais peut-être pas. Je voulais te prévenir, mais mon téléphone avait fait rester à côté de l'ordinateur. Angie serra de plus belle son petit frère dans ses bras. Au fond d'elle, elle se répéta un mot. Zombie. Comme dans les comics qu'elle lisait et les séries qu'elle regardait. Ça semblait irréel, mais en même temps tout à fait adapté. En repassant rapidement dans sa tête ce qu'elle avait vu de ces malades créatures, comment les définir autrement que par zombies, ne savait comment réagir à ce mélange de tristesse et de joie. Une phrase d'Anaïs la ramena à la réalité. « Attends, ça fait vraiment 3 jours ?» Nathan hocha de la tête, confirmant cette étrange annonce. Cela faisait 3 jours que ça s'était passé et personne n'en avait eu vent. Comment cela pouvait-il être possible ? Chapitre 4. Une fois hors du centre-ville, il fallait absolument trouver un endroit pour se protéger et le plus rapidement possible. Entre les créatures et la chaleur de juin, la situation allait vite devenir critique. Mais où ? Quoi ? Ce n'était pas au lycée ou à l'université qu'ils auraient appris à réagir dans ce type de situation. Mais tout en marchant au milieu du meuble, Lucas eut une illumination. « Attendez, je sais ce qu'on doit trouver, c'est évident. » Alors, va falloir nous expliquer ce qui est évident là tout de suite, demanda Loris. Eh bien, il faut aller dans un immeuble ayant un accès facile à un sous-sol. C'est plus sécurisé. Les immeubles de cette époque avaient généralement un local à poubelle qui ne sont plus utilisés. Ça ferait l'affaire. Ensuite, il faut que la porte d'entrée s'ouvre en la tirant. Si c'est en la poussant, les créatures pourront l'ouvrir. Il faudrait aussi une vue dégagée sur les routes autour, et idéalement une cour fermée ou un grand parking. Et tu sais ça comment ? Fut surpris et dit. Si au lieu de me traiter de geek, vous étiez venu jouer en ligne avec moi, vous en sauriez autant. Il fallait donc trouver l'immeuble idéal selon les critères de Lucas. Plusieurs furent rapidement éliminés à cause du sens d'ouverture de la porte ou de son état. Un immeuble commença enfin à les intéresser. Il avait le bon sens d'ouverture de la porte. Étant dans un angle de rue, depuis les étages, on devait probablement voir assez bien, et il y avait un parking privé à l'arrière. La porte forçait un peu, mais en tirant dessus, Eddie put l'ouvrir. Si elle n'était plus fermée, les habitants avaient dû quitter les lieux. En entrant, ils allèrent immédiatement voir s'il y avait bien un ancien local à poubelle au sous-sol. Par chance, ce fut le cas. La salle, entièrement construite en béton, était spacieuse mais faiblement éclairée par quelques petites fenêtres situées sous le plafond. La température y était fraîche, ce qui contrastait agréablement avec l'extérieur. À droite, un renfoncement donnait sur une petite pièce qui devait être l'endroit où les sacs poubelles étaient jetés par les trappes des étages. La seule sortie possible menait à un escalier qui conduisait au hall d'entrée. Quelques prises de courant étaient fixées au mur, mais difficile de savoir si elles étaient fonctionnelles. En tout cas, l'endroit était probablement le mieux qu'ils pouvaient trouver pour le moment, alors ils décidèrent de l'aménager, dans le cas où ils devraient y rester ne serait-ce que cette nuit. Alors que les autres s'organisaient pour aller chercher des provisions, vêtements et autres accessoires de confort, et si possible une radio ou une télévision, Christophe s'assit dans un coin, marmonnant et mettant sa tête entre ses genoux et mains sur la tête. Personne n'ayant pris la peine de lui expliquer quoi que ce soit, les seules choses qu'il savait, c'est que des gens cannibales rôdaient en pleine rue et que Eddie en avait tué un avec son couteau. C'est bien plus qu'il pouvait en supporter. Émilie décida de rester pour veiller sur Christophe. Avant d'explorer les appartements, les garçons se séparèrent en 2 groupes.
Loris et Lucas furent assignés aux 3 premiers étages, tandis qu'Eddie et Sébastien s'occuperaient des 3 derniers. Leur mission était de chercher de la nourriture, des informations, de quoi se défendre, des vêtements, de quoi améliorer leur confort et tout ce qu'ils pouvaient trouver semblant utile. Comme ils s'attendaient à faire de nombreux allers-retours, Émilie embrassa Loris en lui demandant d'être très prudent, même s'il ne quittait pas l'immeuble. Elle avait tendance à s'inquiéter facilement. Sébastien était déterminé à remplir sa tâche afin de montrer son utilité aux autres qui ne connaissaient pas et à qui il devait la vie. Bien qu'il fût surdoué et qu'il ait été accepté à l'âge de 17 ans à la faculté de médecine, il était également drôle et imaginatif. Personne ne savait comment il vivait la fin du monde. Christophe était le seul qui aurait pu lui poser la question, s'il n'était pas lui-même dans un état de confusion totale. Tous les garçons se rassemblèrent dans le hall d'entrée. Aucune créature ne semblait rôder dans les environs immédiats, mais ils devaient rester prudents, car la baie vitrée les exposait aux yeux de tous les monstres. Personne ne savait comment ils réagiraient s'ils les voyaient passer derrière une vitre, mais il était préférable de ne pas prendre de risques. Comme ils s'en étaient doutés en arrivant, l'immeuble entier avait été évacué. La majorité des appartements avaient leurs portes ouvertes. Ils devaient fouiller le plus de logements possible, fermant l'entrée de ceux ayant déjà été faits pour ne pas perdre de temps, pour ne pas perdre de temps en y retournant. Les jeunes gens entamèrent donc une longue série de va-et-vient pour rapporter leurs trouvailles, faisant très attention à rester discrets lorsqu'ils traversaient le hall. Série bien trop longue avec la chaleur. Émilie pouvait être fière d'elle. Elle avait travaillé dur pour organiser leur refuge pendant que les garçons fouillaient les appartements. Après 2 heures, le coin était plutôt bien équipé. Les garçons, épuisés, étaient étalés sur des matelas avec oreillers et couvertures. Une petite télévision et une petite radio avaient été placées sur le mur opposé, après avoir enfin trouvé une prise fonctionnelle. Ils avaient également réussi à descendre une semaine de nourriture et d'eau avec des équipements de cuisine nécessaires tels qu'un réchaud, des casseroles et des couverts. Ils avaient trouvé des armes improvisées telles que des pelles, des couteaux et une carabine de type fête foraine. Clairement, elles ne tueraient rien ni personne, mais pourraient être utiles pour impressionner des intrus. De pas trop près. Tout ce dont ils avaient besoin pour les prochains jours était à portée de main. Mais pendant tout ce temps, Christophe n'avait pas bougé. Un silence pesant s'installa alors que le groupe se posait pour la première fois depuis des heures. L'adrénaline de la fuite et de l'installation était descendue et fut remplacée par la peur et la peine. Le téléphone de Lucas sonna, ce qui fit sursauter tout le monde, mis à part Christophe, qui n'avait pas changé de position depuis leur arrivée. Il décrocha et entendit la voix d'Engie qui demandait des nouvelles du groupe. Le jeune homme lui résuma ce qui leur était arrivé, la fuite des forces d'évacuation, l'attaque, la rencontre avec Sébastien, la trouvaille d'un abri. Après quoi, ce fut Luc qui questionna la petite blonde sur sa situation. La réponse d'Engie se fit attendre. Lucas vérifia même si elle n'avait pas raccroché ou si le réseau avait coupé. Elle finit par répondre d'une voix monotone, presque détachée. Mes parents sont morts, mais j'ai pu retrouver Nathan. On est sur le point de repartir. On va voir ce qu'on peut trouver dans les parages. Qui sait, avec le nombre de chasseurs ici, je pourrais peut-être trouver des fusils et des balles. Je vous retrouve comment ? Lucas lui donna les indications nécessaires pour les retrouver, s'assura bien qu'elle avait tout noté, puis raccrocha. Angie va bien. Elle a retrouvé sa cousine et son frère. Ils vont venir ici après avoir récupéré des provisions. Tout le monde fut rassuré par cette annonce, même Sébastien. Au lycée, il avait connu une Angie, amie avec Christophe, et dont le petit frère, Nathan, était l'un de ses meilleurs amis. Avec un peu de chance, il s'agissait bien de lui. Ils attendaient donc tous avec espoir et inquiétude l'arrivée de leur ami et de sa famille. Une dizaine de minutes plus tard, Loris, à force de réfléchir à ce qui créait en lui une gêne, se rendit compte que leur abri, quoique plutôt dissimulé, était tout de même vulnérable. La porte d'entrée forçait, mais n'était pas complètement fermée. Elle était transparente, donc on pouvait les voir à travers s'ils passaient. Et si Lucas avait trouvé cet endroit idéal, pourquoi d'autres ne pourraient pas le penser ? Il demanda alors son avis à Eddie. L'hispanique, souvent d'accord avec son ami, acquiesça. Il proposa de trouver un moyen de mieux bloquer la porte, voire d'occulter la baie vitrée du hall, ne serait-ce qu'avec des cartons. Émilie, qui jusque-là était restée discrète, lança un regard glacial à Loris et explosa. « Tu vas pas encore sortir ? T'as vu comment ce qui se passe dehors, non ? Tu te crois peut-être dans un jeu, mais ce n'est pas le cas. » « Je sais, mais c'est pour nous défendre. Tu seras en sécurité, » commença Loris pour rassurer sa moitié, mais violemment coupé par celle-ci. « Mais j'en veux pas de ta sécurité, je veux juste que tu sois là. C'est égoïste, oui, mais j'ai trop peur de te perdre et que tu disparais de mon champ de vision. Tu peux comprendre ça ?» Ces derniers mots se noyèrent dans des sanglots et un silence gêné s'installa. Loris prit celle qu'il aimait dans ses bras en lançant un regard désolé à son ami Eddie. « De toute façon, on doit attendre Angie et les autres. On ne devrait pas avoir de problème entre-temps. Dans le doute... je resterai près de la porte avec une pelle, lança Eddie.
De son côté, Lucas, préférant éviter le conflit, alla voir Christophe pour voir comment il allait. Toujours recroquevillé, Lucas n'eut pas de réponse. Il réussit juste à distinguer parmi les marmonnements « Tous mourir, c'est la fin ». C'est à ce moment-là que retentit à nouveau la sonnerie de son téléphone. Cette fois, c'était le numéro de Julie qui s'affichait sur l'écran. Il préférait s'éloigner de Christophe pour répondre. « Julie, tu vas bien ?» « Oui, je suis chez moi, lui répondit-elle d'un air soulagé. J'ai retrouvé Zoé. Elle a réussi à sortir toute seule de sa chambre. Je ne sais pas comment. Je voulais vous dire au revoir. Je vais rester avec ma famille quand ils seront rentrés. J'espère que vous... » Elle s'arrêta un instant puis reprit. « Mais qu'est-ce que tu fais, Zoé ?» Cette question n'eut pas de réponse, mais à la place, Lucas entendit un hurlement strident. Catastrophé, il appela son amie, criant comme si elle était en face de lui. Il entendit le son d'un objet tombant au sol, probablement le téléphone, puis le bip d'un appareil qui raccroche. Horrifié, il comprit ce qu'il venait de se passer. Julie les avait quittés et ne leur reparlerait plus jamais. Alors que tout le monde le regardait, l'air catastrophé, le téléphone à l'oreille et les larmes coulant sur ses joues, il finit par leur parler après s'être essuyé le visage. Julie m'a appelé. Je crois qu'elle s'est faite attaquer par ces gens. Non, ça peut pas être des gens, c'est... Chose, je pense qu'elle est... morte. Il n'obtint aucune réponse, juste des regards déprimés et les sanglots d'Émilie qui redoublaient. Ayant besoin de s'occuper, d'oublier ce qu'il venait d'entendre, le jeune homme retourna voir Christophe et essaya de le faire réagir. Une dernière fois, il espérait que ce soit qu'un rêve, tout en tentant de ramener son ami à la raison. Changement de point de vue. Le ministre rédigea un rapport quand, sans prévenir, la porte de son bureau s'ouvrit, laissant apparaître Richard Brighton et une silhouette féminine qui le suivait. La jeune femme d'environ 25 ans portait un tailleur sombre avec une jupe cintrée et des talons aiguilles aussi noirs que la nuit, mettant en valeur de longues jambes blanches. Ses longs cheveux blonds tirés en chignon par des baguettes finement travaillées rendaient son visage sévère, sublimé par des lunettes à monture noire, laissant percer des yeux bleu glace sobrement surlignés d'un trait d'eyeliner. À sa démarche fière, son regard droit et sa posture militaire, il était évident que la jeune femme, malgré son âge, était déjà hautaine et froide. Mais le pincement peu naturel de ses lèvres rouges trahissait malgré tout son stress. Elle devait après tout encore faire ses preuves auprès du ministère. Elle s'inclina respectueusement devant le ministre et le remercia de la recevoir. Elle se présenta, non sans avoir la voix légèrement tremblante, même si elle cherchait à le dissimuler. « Monsieur le ministre, c'est un honneur pour moi de vous rencontrer enfin. Je me présente, Chloé Wildhair des services d'information spéciale. Nous, quand je dis nous, je parle de mon service et de celui de M. Brighton, avons déployé selon vos ordres les derniers préparatifs de votre grand dessein. Nous avons contacté toutes les personnes de votre liste. Chacune des personnes contactées est prête à faire ce que vous avez recommandé. Les autorités de la République ne sont bien sûr au courant de rien, comme le protocole 74 l'exige. Nous avons aussi mis en œuvre nos services de désinformation afin de prendre le contrôle des chaînes de télévision. Nous avons aussi écrit un texte que nous ferons lire au président de la République, puis qui sera diffusé en boucle, rappelant quelques consignes de sécurité. Les consignes sont d'ailleurs maintenant la seule information disponible sur Internet en ouvrant n'importe quelle page, et une équipe se charge de vérifier qu'aucune information gênante pour nous ne circule. Tout se déroule comme prévu. Le ministre lança un grand sourire de satisfaction qui rassura la jeune femme, avant de pointer du doigt d'un faux air strict l'homme de main, fronçant les sourcils pour se donner un air colérique. « Et vous, Brighton ?» demanda le ministre, renforçant caricaturellement sa voix grave. « Semblerait que Gamma 003 soit toujours en activité. Nous devons encore nous rapprocher, mais de nombreux infectés restent autour, rendant plus difficile l'accès à l'ancien laboratoire. Cela n'est pas une mauvaise chose. Malheureusement, aucune trace du vaccin. Mais nous avons de grandes chances de croire que Brannet est encore en vie. Nous devons donc le retrouver pour récupérer le vaccin. En meilleure nouvelle, nous avons commencé l'acheminer des non-infectés dans des camps de réfugiés. Nous pourrons grâce à eux concentrer une grande partie des survivants afin de poursuivre nos objectifs. Ils passeront des tests afin de savoir s'ils sont aptes à rejoindre nos rangs ou s'ils serviront de cobayes à nos scientifiques. » Le ministre afficha un sourire poli, se posant de nombreuses questions sur le docteur Brannet. Sans plus d'explications, il congédia ses deux subordonnés en leur expliquant qu'il était l'heure du café et qu'ils devraient eux aussi aller faire une pause, avant de s'assurer que tous les camps étaient prêts à recevoir les fortes vagues de population qui allaient arriver prochainement. Brighton, quant à lui, devait enclencher l'état d'urgence pour accélérer le processus d'acheminer des non-infectés. Une fois la porte de son bureau fermée, le ministre s'assit seul et posa ses lunettes, croisant ses mains contre son menton, pensif. Il savait que de nombreuses personnes allaient mourir, et même si cette idée ne le réjouissait pas, il savait que cela était l'unique solution. Et savoir le docteur Brannet en vie était à la fois un soulagement et un problème. Il devait le retrouver au plus vite. Il soupira, remit ses lunettes et somma son secrétaire de lui apporter un café noir afin de pouvoir se remettre au travail.
Chapitre 5. Angie était fortement réconfortée par les retrouvailles avec son frère, mais cela ne dura qu'un temps. Elle était tout de même très inquiète pour la suite, alors elle prit sur elle et décida que ce n'était pas le moment de s'apitoyer sur la mort de ses parents. Il fallait quitter la maison, ils n'étaient pas en sécurité ici et elle se sentait maintenant responsable de son frère et sa cousine, les deux ayant à peine 17 ans et n'ayant plus qu'elle. Elle descendit chercher de quoi boire et manger pour son frère avant de le lui apporter à l'étage. Même si les cadavres n'étaient pas dans la cuisine, l'odeur de décomposition y était présente, ce qui ne donnait pas vraiment l'appétit. Après que Nathan eut repris des forces, les trois fouillèrent la maison. Bandeau sur le nez, à la recherche de ce qui pourrait servir d'arme. Elle savait par Lucas qu'ils avaient le reste. Malgré les recherches, ils ne trouvèrent pas grand-chose. On ne peut pas vraiment dire que la maison était une armurerie. Ils prirent les plus grands couteaux de cuisine ainsi que de quoi les aiguiser, une petite masse, une fourche, 2 hachettes et quelques objets pour le bois dont ils ignoraient les noms, mais qui étaient coupants. Nathan réussit à convaincre sa sœur, très facilement en réalité, de prendre sa guitare acoustique. Il ne pourrait pas vivre sans elle. En effet, la musique occupait une place importante dans sa vie. Elle était à la fois un moyen de s'exprimer et d'évacuer ses émotions, comme sa colère et sa frustration. Et avec la situation actuelle, ça pourrait lui être utile, le jeune homme parlant peu de ses émotions. Il était capable de passer des heures à jouer sans sortir un mot, provoquant le silence autour de lui, son talent emportant avec lui les gens autour. Maintenant que tout était prêt, il devait repartir. La voiture de la petite blonde étant plutôt petite et n'ayant plus beaucoup d'essence. Ils vérifièrent tous les autres véhicules. Elle choisit la voiture de sa mère qui devait avoir tout juste fait le plein. Les trois chargèrent le coffre et Angie s'installa au volant. Tous évitaient de regarder le paysage. Ce village avait toujours été un havre de paix à leurs yeux, un petit village avec son grand lac, ses prés qui s'étendaient à perte de vue. Tout ça était maintenant repeint d'entrailles et de sang séché. Angie sortit de son absence, reprenant ses esprits en se rappelant que l'un de ses voisins était chasseur. Elle se gara tout près et descendit du véhicule. Elle ordonna à Anaïs et Nathan de ne pas bouger et que si elles ne revenaient pas ou s'ils étaient attaqués, ils devaient rejoindre les autres en leur donnant les indications. Anaïs s'installa au volant au cas où, car même si elle n'avait fait que de la conduite accompagnée, le permis n'était pas leur principal problème. Nathan, lui, restait silencieux. Même s'il ne le montrait pas, il était réticent à ce que sa sœur parte seule. Mais étant encore trop faible pour lui être véritablement utile, il se contenta de garder son portable à la main pour un éventuel appel à l'aide. Angie sortit de la voiture et ouvrit le coffre. Elle se sentait plus rassurée à l'idée de prendre une arme, mais vu ce qu'il y avait dans le coffre, elle était clairement perplexe. Après un temps d'hésitation, elle choisit une hachette, car c'était assez léger. Elle avança sûre d'elle, mais à peine eut-elle franchi le pas de la porte que la peur l'envahit, et elle eut envie de faire demi-tour en hurlant. Mais elle se devait de protéger sa famille maintenant. Heureusement pour elle, pas âme qui vive. Pas de mort non plus d'ailleurs. Le placard à armes étant dans la pièce principale, elle ne mit pas longtemps à le trouver. Malheureusement, il était presque vide. Le chasseur avait dû partir avec les armes. Elle remplit un sac des 2 fusils et des 3 petites boîtes de munitions qui restaient sans même vérifier si elles étaient compatibles. Elle s'empressa de sortir de la maison avec son ridicule butin et reprit le volant en direction de Limoges. La route se fit relativement sans problème malgré l'ambiance froide et triste qui régnait, le silence seulement entrecoupé par quelques accords de guitare. Arrivés en ville, les passagers ne purent que constater l'horreur qui avait eu lieu un peu plus tôt. Des vitrines détruites, des voitures accidentées, parfois en flammes, des cadavres jonchant les rues, ici et là des hurlements retentissaient, mais ils ne pouvaient définir d'où ils provenaient. Une fois à l'adresse donnée par Lucas, Angie préféra lui téléphoner à nouveau. Elle se doutait qu'en arrivant sans prévenir, elle, son frère et sa cousine risqueraient de faire paniquer les autres. Elle n'avait pas envie de se faire attaquer par ses propres amis. La première tonalité n'eut même pas le temps de résonner que la voix de son amie se fit entendre. « Angie, tu vas bien? T'es où ?»« Devant l'immeuble, expliquait-elle. On arrive, je voulais juste prévenir, histoire que tu n'essaies pas de m'attaquer avec ta force légendaire. » Très drôle. Leur arrivée suscita une joie générale. Nathan, reconnaissant Sébastien, fut totalement surpris. On sentait qu'ils avaient envie de se jeter dans les bras l'un de l'autre, mais ils se contentèrent d'un check. Nathan et Sébastien avaient été au lycée ensemble avant que Sébastien ne parte à la faculté de médecine. Le retrouver ici relevait de la coïncidence, du miracle même. Angie n'eut même pas le temps de déposer son sac qu'Eddie l'avait déjà soulevé du sol en la prenant dans ses bras. Le seul à ne pas réagir fut Christophe, toujours prostré, répétant inlassablement les mêmes mots. Tous mourir, c'est la fin. Angie fut très surprise et triste de trouver son ami dans cet état. Aux dernières nouvelles qu'elle avait, il allait bien et allait chez lui. Elle se demandait franchement ce qu'il avait pu se passer, mais n'osa pas aller le voir. Le sac d'armes fut vidé, les fusils chargés et déposés près de la porte avec le reste des armes de fortune. Une fois tout le monde posé,
Sébastien alluma la télévision pour constater qu'aucune chaîne ne semblait fonctionner. Les seules images visibles étaient un texte qui s'affichait progressivement, texte lu par une voix de femme, calme et posée, mais un peu robotique. Cette voix expliquait en boucle que le président prendrait la parole, mais sans préciser quand. Bizarrement, même si la majorité du groupe de jeunes se foutait des discours présidentiels, là, pour une fois, ils étaient plus qu'impatients. Qu'est-ce que le président allait bien pouvoir leur sortir ? Les premières minutes, tous fixaient l'écran, pensant que le discours serait tout de suite. Mais le texte et la voix continuaient à passer en boucle. Ils décidèrent de couper le son de la télévision pour le moment avant de devenir complètement dingues et de s'occuper comme ils le pouvaient. Lucas, lui, guettait la télévision pour prévenir du discours. Nathan s'était mis dans un coin de la pièce et jouait de la guitare, Sébastien assis à côté en dessinant. Au moins, c'était bien plus agréable à entendre que ce discours qui tournait en boucle. Changement de point de vue! Le lieutenant Vincent connaissait bien les couloirs souterrains du ministère. Depuis quelques années, il les traversait jour comme nuit, mais en 2 ans, c'était la première fois qu'il courait, poussant les gens qui lui bloquaient la route. L'urgence de la situation le poussa à pénétrer, anxieux, le bureau du ministre sans autorisation. Il poussa la porte et son cœur s'arrêta de battre. À peine vit-il le regard surpris de son supérieur, dérangé dans sa préparation de plans importants. Monsieur le ministre, je m'excuse du dérangement, mais ceci est une urgence de premier ordre. Qu'appelez-vous urgence, monsieur... Vincent, lieutenant Vincent, monsieur le ministre. Il s'agit des rapports du docteur Branet. Un piratage. Pardon, qu'est-ce que vous dites ? Questionna le ministre en posant ses lunettes, pas sûr d'avoir bien compris. Le ministre fit signe au lieutenant de s'asseoir pour se calmer. Le ministre s'adossa à son bureau et remit ses lunettes avant de demander au lieutenant de lui expliquer calmement, mais clairement, la situation. Une personne localisée à Tours a tenté de récupérer tous les rapports du docteur. Nous avons stoppé le téléchargement en cours. Normalement, il ne devrait avoir récupéré que les 2 derniers jours. Nous avons envoyé immédiatement une équipe du camp d'Orléans, mais ils n'ont retrouvé que des objets sans intérêt, plus personne n'étant dans les environs. Les objets sont en cours d'analyse, mais aucune empreinte n'a été retrouvée pour le moment. Et nous doutons d'en trouver. Nos équipes recherchent actuellement des informations à l'intérieur du périmètre. Réfléchit le ministre, les mains jointes sous le menton, le regard au loin. Nous devons envoyer quelqu'un à Tours, l'un de nos meilleurs agents, afin de localiser celui ou celle qui a fait ça, et de s'infiltrer à ses côtés. Ne bougez pas, et laissez-moi consulter mes dossiers. Le ministre quitta la pièce pour se rendre dans la salle d'archives, pendant un temps qui sembla terriblement long au lieutenant Vincent. Celui-ci, seul dans le grand et chic bureau, tripotait machinalement sa montre en admirant le décor. Le ministre, lui, parcourait des fiches d'employés, les lunettes au bord du nez, afin de trouver le dossier d'une personne bien précise. Quelqu'un de jeune, de courageux, mais surtout quelqu'un de confiance qui ne trahirait pour rien au monde son supérieur. Après avoir trouvé le dossier et l'avoir relu plusieurs fois afin d'être sûr de son choix, il revint dans son bureau et se saisit de son téléphone. « Richard, j'ai une mission d'infiltration. Je te mail tout le dossier d'ici 1 heure dès qu'il sera prêt. En attendant, tu as 1 heure pour préparer ton frère. Je ne veux que lui sur ce coup et cela doit rester confidentiel. Je vous expliquerai tout dans le dossier. Bien, soyez dans 2 heures dans mon bureau avec James, dit-il en raccrochant le téléphone avant de relever la tête. Lieutenant, préparez-moi le dossier avec une équipe aussi limitée que possible. Vous avez 1 heure pour me fournir le plus d'informations possible sur cette affaire. Je vous fais confiance. Puis envoyez-le-moi. Je vous aurais bien proposé un verre, mais nous n'avons pas le temps pour cela. Une autre fois peut-être. Allez, rompez soldats, votre équipe et vous avez du pain sur la planche. Le lieutenant remercia le ministre avant de quitter le bureau en étant surpris que malgré une annonce pareille, son supérieur ait gardé son calme. Malgré tout, il repartit aussi vite qu'il était arrivé afin d'exécuter les ordres. Des ordres d'une telle importance ne devaient pas attendre et aucune erreur ne serait tolérée. Le ministre, lui, reprit son téléphone. « Mademoiselle Whitehair, vous allez bien ?»« Bien. Votre directeur de service n'est pas là ?»« Non ? Bon, j'aimerais que vous lui fassiez appeler le Premier ministre. Nous devons avancer le discours du président à la télévision. Même si les échéances sont avancées, le plan reste identique. Nous devons faire couper les télécommunications immédiatement pendant le discours sans que le président n'en sache rien. Je me charge de cela. Contentez-vous de faire dire au Premier ministre de lancer la phase 583. Parfait. Il raccrocha et attendait le discours du président avec impatience. Après celui-ci, ce serait pour lui l'occasion de rencontrer et de discuter avec cet homme, même s'il n'avait pas voté pour lui. Chapitre 6. Lucas fixait inlassablement l'écran de la télévision, le même discours passant en boucle. Ses yeux commençaient à piquer, tandis que lui résistait pour ne pas s'endormir. D'un coup, il fut réveillé par l'annonce d'un flash spécial, le discours du président de la République française en direct dans quelques minutes.
Il se précipita à remettre le son et appela les autres. Le président apparut à l'écran. Il semblait totalement paniqué, ne semblant pas plus au courant de ce qu'il se tramait dans le pays que le reste des survivants. Même son apparence, d'habitude impeccable, donnait l'impression qu'il s'était préparé à la hâte. L'un des boutons de sa chemise avait été boutonné en décalé, sa cravate partant donc elle aussi de travers. Sa coiffure était la même que d'habitude, mais on pouvait voir ici et là quelques épis. Et on pouvait voir qu'il n'avait pas été maquillé. En temps normal, pour n'importe qui à la télévision, on lui mettait du fond de teint pour cacher des possibles cernes ou pour que la peau ne brille pas. Mais là, il était évident que cela n'avait pas été fait. On pouvait même voir quelques gouttes de sueur sur son front. Panique ou précipitation, impossible de le dire. Il entreprit d'une voix tremblante son discours. Il ne regardait pas la caméra, mais à côté, comme s'il lisait sur un prompteur au lieu de compter un discours appris par cœur. Cela n'était en rien rassurant. Mes chers compatriotes, je m'adresse à vous aujourd'hui dans une situation de crise sans précédent. Je sais que beaucoup d'entre vous sont en état de choc et d'incertitude face aux événements récents. En tant que chef d'État, je me dois d'être honnête et transparent avec vous. La situation est hors de contrôle et je ne peux garantir ma propre sécurité ni la vôtre. Je tiens à vous assurer que l'État français n'a aucune responsabilité dans les événements tragiques que nous vivons actuellement. À ce stade, nous ne savons pas comment cela a commencé et nous ne pouvons pas prédire comment cela va se terminer. Cependant, je peux vous donner une lueur d'espoir. Nous avons établi des camps de réfugiés dans plusieurs villes du pays, à Paris, Strasbourg, Rennes, Orléans, Lyon, Toulouse et Bordeaux. Je vous exhorte tous à rejoindre ces camps immédiatement. Les infectés sont extrêmement dangereux et il est vital que vous soyez en sécurité. Nous avions mis en place des mesures de sécurité pour vous aider à atteindre ces camps en toute sécurité que je vous donnerai en fin de discours. Je vous demande donc de les suivre scrupuleusement. Nous savons que cette situation est extrêmement difficile pour vous, mais nous sommes là pour vous aider. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir votre sécurité. Mes chers concitoyens, en ces temps difficiles, nous devons rester unis et solidaires. Nous allons surmonter cette épreuve ensemble. Soyez assurés que nous travaillons sans relâche pour résoudre cette crise. Je vous remercie de votre attention et je vais vous donner toutes les consignes dont vous aurez besoin. Tout d'abord, psiou! D'un coup, l'écran de la télévision se brouilla, puis l'écran devint noir. Elle était toujours allumée, mais Lucas, rejoint par Angie, avait beau changer de chaîne, appuyer sur n'importe quel bouton, débrancher puis rebrancher la télévision, rien ne s'allumait. Et cette fois-ci, aucun mot ne s'affichait à l'écran. Rien. Le noir total. Quelles étaient donc les consignes ? Nathan attrapa une radio à pile qu'il avait trouvée et sur laquelle il passait parfois un peu de musique, les rares fois où il captait quelque chose. Le discours avait certainement été diffusé aussi à la radio. Mais il avait beau tourner les boutons pour changer de station, l'approcher de la fenêtre pour que l'antenne capte plus d'ondes, lui non plus ne trouvait rien, à part un grésillement désagréable. Entre la panique, l'incompréhension, le grésillement de la radio, le ton monta assez facilement. Que ce soit entre Lucas et Angie qui s'accusaient l'un l'autre de ne pas appuyer sur le bon bouton, Émilie qui se prenait la tête avec Loris qui proposait de sortir pour chercher des informations, Eddie qui ne savait pas quel parti prendre, Anaïs, ne sachant que faire au milieu de la situation, sortit machinalement son portable pour regarder l'heure. Elle remarqua une chose étrange, plus aucune barre de réseau n'était affichée. Elle éteignit et rallumait son portable plusieurs fois, mais toujours rien. Inquiète, elle voulut demander aux autres s'ils avaient du réseau, mais difficile de se faire entendre. Elle approcha le seul qui était calme en train de réfléchir, Sébastien. Il sortit lui aussi son téléphone pour vérifier, puis soupira simplement. Après tout, c'était à prévoir. Vu le chaos, personne ne va s'occuper de faire fonctionnement le réseau de télécommunications. Cela expliquait la coupure de la télévision, de la radio, comme du réseau. Il alla vers son ami Nathan pour le lui expliquer. Sans même parler, il jeta la radio bas de gamme contre le mur, ce qui l'explosa en morceaux. Tout le monde se tut. Il se passe quoi là ? Demanda Angie. Demande à Seb, lança froidement Nathan avant de se rouler une cigarette. Je crois que tous les réseaux ont été coupés. Télévision, radio, téléphone et certainement Internet. Regardez vos téléphones, vous n'avez plus rien. Tous stoppèrent ce qu'ils faisaient, sortirent leur téléphone et rien. Cette explication énerva Loris qui jeta son portable au sol et l'écrasa de son pied, imité bêtement par Eddie. Maintenant, ce n'était plus qu'une question de temps avant que l'électricité et l'eau courante ne coupent elles aussi. Leur mission était simple. Remplir vite le plus de bouteilles d'eau tant que possible et profiter des douches tant qu'elles marchaient encore. Face à la télévision, Lucas marmonnait en boucle quelque chose.
Angie, inquiète que son ami ne commence à faire comme Christophe, s'approcha de Lucas et constata qu'il faisait une énumération de villes, les villes dans lesquelles se trouvaient les camps de réfugiés. Paris, Strasbourg, Rennes, Orléans, Lyon, Toulouse et Bordeaux. Le jeune homme se répétait inlassablement ces mots pour se les graver dans la mémoire. Dans l'un de ces camps se trouvait son frère et il n'avait pas l'intention d'en oublier un seul. Angie lui donna un stylo et un papier qui traînait. Il la remercia d'un signe de tête et nota les villes en continuant de les répéter. Dans sa tête et sur papier, il avait 2 fois plus de chances de s'en souvenir. Quelques heures plus tard, une fois l'agitation passée et le groupe organisé, certains remplissaient des bouteilles. Angie, elle, décida de profiter de l'eau chaude tant qu'elle le pouvait et alla prendre une douche. Par crainte, elle demanda à Eddie de rester près de la porte. En cas d'attaque, elle ne pourrait pas se défendre, le pommeau de douche n'étant pas la meilleure arme. Celui-ci accepta et l'accompagna jusque l'un des appartements. Il resta derrière la porte de la salle de bain. Lucas entra pour prendre de l'eau dans la cuisine et regarda son ami d'un air étonné. Le jeune homme se justifiait immédiatement. Angie prend une douche et elle m'a juste demandé de surveiller les environs. D'accord, n'en profite pas pour aller mater, hein, répondit Lucas avec un clin d'œil. Je tiens un peu trop à ma vie, répondit Eddie en rigolant. Changement de point de vue. Le petit homme remettait nerveusement son alliance, puis sa cravate, seul dans ce grand bureau. Président depuis peu, il ne comprenait ni les récents événements qui tourmentaient son pays, ni ce qu'il faisait dans une pièce du Louvre, redécorée en bureau. Le bruit de la porte le fit sursauter, et un homme très grand s'approcha de lui. Il lui serra la main avec un grand sourire. « Monsieur le Président, je suis ravi de vous rencontrer enfin. Je me présente. Ici, je suis celui qu'on appelle le ministre, ce qui signifie que je suis le chef de cette unité. Rien à voir avec votre ministère, évidemment. Un café? Je vous en prépare un de suite. Je vous avoue que j'aurais aimé me présenter plus tôt, mais les événements de ces derniers jours sont arrivés plus en avance que prévu. Oh oui, excusez-moi, vous n'êtes pas au courant, s'excusa-t-il en voyant le regard abasourdi du président. Il se tut, déposa 2 petites assiettes en porcelaine de Limoges finement décorées, dans lesquelles il glissa 2 tasses de café. Il en donna une au président, puis s'installa en face de lui, à son propre bureau, avant de reprendre. C'est un café qui nous vient directement du Honduras. Il est excellent, buvez-le tant qu'il est encore chaud. J'aurais aimé d'ailleurs aller le récupérer moi-même. L'Honduras semble être un endroit merveilleux à visiter, surtout entre décembre et mars. Les animaux, la mer, la culture, tant à voir. Mais bon, vous vous doutez que j'ai été retenu à Paris, à mon grand regret. Alors oui, pardon, que je vous explique. Mon unité a créé un virus capable de contrôler la vie et la mort en quelque sorte. Après inoculation du virus, le contaminé est mort, puis revient à la vie. Il n'a qu'un but, se jeter sur les êtres vivants afin de transmettre le virus de nouveau. Si je dis que cela est arrivé en avance, c'est tout simplement que le virus transmis en premier ordre, par l'air, était prévu à la base pour les Jeux Olympiques. Un accident a voulu que ça se passe au Festival de Cannes. Nous sommes un peu précipités, je vous l'avoue, mais tout se passe relativement bien. En effet, comme nous vous avons nous-mêmes demandé de dire, nous avons créé quelques camps. Là-bas, nous allons voir quelles seront les personnes assez fortes pour s'y rendre. Puis, nous ferons un tri afin de ne garder que les personnes en bonne santé et utiles pour l'avenir de notre monde qui se verront inoculer un vaccin. Car la France n'est pas le seul pays concerné et organisé, évidemment. Si je vous ai fait venir, c'est pour vous proposer un poste ici, au sein de notre ministère. Vous êtes un homme de pouvoir et vous excellez dans les discours. De plus, vous faites figure d'autorité pour les survivants. Quelqu'un comme vous nous serait très utile. Le ministre marqua une pause, les mains jointes, debout face au président, à la fois mal à l'aise, abasourdi, tenant sa tasse de café de si peu qu'elle menaçait à chaque seconde de se renverser. Le ministre le remarqua et, refusant de laisser du café tacher son magnifique tapis persan, il attrapa délicatement la tasse sans brusquer le président et la déposa sur son bureau, à portée de main de ce dernier. Il reprit calmement, sans sourire, d'un ton plus grave que jusqu'alors. Vous êtes un homme bon, et surtout un homme intelligent. Vous pouvez comprendre ce qui se trame et les raisons pour lesquelles nous, ici, avons créé ce virus. L'humanité, même, est devenue un virus. Vous le savez comme moi, nous sommes trop nombreux sur cette planète, nous la vidons, nous la détruisons. J'ai été quelque temps en politique, en transition écologique précisément. Nous ne nous sommes pas rencontrés, ce n'était pas sous votre pouvoir. J'ai cherché des solutions pour éradiquer la famine et la pollution, pour sauver la planète. Mes propositions étaient toujours trop extrêmes, comme celle de limiter les grossesses à des personnes en bonne santé et intelligentes, pour qu'elles mettent au monde des enfants comme eux. Personne ne semblait comprendre que, oui, mes propositions étaient extrêmes, mais la situation ne l'est-elle pas? Promettre quoi?
Baisser son taux de pollution de 20% en 50 ans, c'est comme ça que vous comptez y arriver? C'est trop tard. Alors j'ai trouvé cette solution. Détruire les populations après sélection de ses meilleurs représentants pour constituer une nouvelle race humaine, plus intelligente, plus consciente de sa planète, et qui, moins nombreux, polluerait moins et ne connaîtrait pas la famine. Je n'ai pas souhaité tuer des gens, jamais. Mais vos politiques écologistes ridicules ne nous ont jamais laissé le choix. Notre ministère a juste avancé une fin prévisible avant que la planète ne soit détruite. Sauf que nous, en sauvant les meilleurs, on laisse une chance à l'espèce humaine de se reconstruire. La nature, elle, n'aurait pas laissé cette chance. Durant son monologue, le ministre marchait dans son bureau, faisant les 100 pas, prenant un air grave et triste en même temps. Sa dernière phrase fit suite à un blanc, durant lequel le ministre se tenait debout, tournant presque le dos au président, fixant un tableau représentant un champ de coquelicots. Le tableau ressemblait fortement à du Monet. À y regarder de plus près, c'était l'original des coquelicots du peintre. Le ministre caressa délicatement la toile du bout des doigts, comme pour toucher les fleurs sans abîmer la peinture, puis se rassit sans un mot, l'air triste. Le président, lui, n'avait pas bougé et n'en croyait pas ses oreilles. Cet homme semblait si triste, rempli de bonnes intentions, et pourtant, ce qu'il faisait était plus que monstrueux. Il savait que là, le ministre ayant terminé son discours, il se devait de prendre la parole. Il devait dire si oui ou non il rejoignait cette instance destructrice. Son peuple mourait d'une maladie atroce. Il ne pouvait pas accepter de participer à cela. Mais ne devait-il pas être là pour les survivants? Pourquoi aucun de ses conseillers n'était là pour faire leur travail? Pourquoi n'avait-il que si peu de temps pour répondre à une question si extrême? Et qu'adviendrait-il de lui s'il refusait? Non, il ne pouvait pas laisser faire ça. Participer en ayant droit de vie ou de mort sur son peuple, cela n'était pas possible pour lui. Il était préférable de prendre le risque d'être assassiné. Le président prit son courage à deux mains et rejeta fermement la demande du ministre. « C'est très dommage, monsieur le président, très dommage, » répondit tristement le ministre en poussant un soupir. « Vous auriez pu nous être utile. » Le ministre tapota l'épaule du président en soupirant, puis alla se rasseoir. Il décrocha le téléphone fixe devant lui. Non, il a refusé. Bien sûr que cela m'attriste. Non, c'est impossible. Que préférez-vous? Bien. Et faites-en de même pour le Premier ministre. Sans le président, il ne nous est plus utile. Il a trahi son gouvernement sans le moindre doute, je ne lui fais pas confiance. Très bien. Rappelez-moi quand ce sera fait. Il raccrocha et un silence envahit le bureau. Le président, attendant son destin, observait le bureau autour de lui. Il lui semblait reconnaître la pièce où il se trouvait. C'était bien un ancien bureau, mais il n'était pas décoré ainsi avant. Le ministre avait volé de nombreux objets de valeur pour le décorer. Il fut sorti de son observation par l'entrée de deux hommes. « Monsieur le Président, j'aimerais vous laisser partir, vraiment, mais je ne le peux pas, je vous en ai trop dit sur notre objectif. Sergent, pourriez-vous conduire notre invité 2 étages plus bas, je vous prie. » « Mais enfin, de quoi parlez-vous » questionna le président dont les 2 bras avaient été saisis par des hommes de main. « Nous vous transférons au laboratoire. » « Monsieur le Président, j'ai demandé à un associé s'il pensait qu'il serait mieux de vous tuer immédiatement. Mais faute de nous servir ici, vous servirez d'assistant à nos scientifiques. Enfin, cobaye serait plus adapté. J'en suis encore désolé. Vous ne nous avez pas laissé le choix, monsieur. » La grande porte du bureau se referma, emportant derrière elle les derniers cris de celui qui était nommé jusque-là président de la République française.